Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, mardi 27 octobre 2020. Je me permettrai de commenter avec vous aujourd'hui deux notions valises, deux notions pièges, deux notions paravent des impostures, que sont les mots tradition et les mots progrès. Mais avant de réfléchir sur ces deux notions, comme nous le faisons chaque semaine avec vous, je souhaite commenter un petit peu l'actualité qui demeure très anxiogène. Et la plupart de nos contemporains sont anxieux, même ceux qui se consolent dans le négationnisme et dans le complotisme en disant que tout ce que l'on raconte, c'est bien sûr faux, c'est du mensonge, c'est pas vrai, et ça ne se produit pas et ça ne se produira pas. Bon, c'est une manière de se défendre, et chacun peut, c'est légitime sur le plan psychologique, se réfugier derrière les masques, c'est le cas de le dire, qui lui semblent les plus adaptés. Non, c'est vrai qu'actuellement, des périls menacent nos sociétés. Et il y a toujours ces deux périls qui sont là. D'un côté, un minuscule virus à ARN, un coronavirus, et de l'autre côté, la guerre avec les islamo-fascistes. Donc, deux mots sur ce plan-là, deux mots que ça m'inspire cette semaine, l'une comme l'autre de ces affaires. Sur le plan d'abord du coronavirus, il y a une chose que je déplore depuis des années, et pas depuis quelques mois, c'est que le capitalisme, pour l'appeler par son nom, ne met pas sur la recherche biomédicale les moyens qu'il conviendrait de mettre. Vous vous rendez compte que malgré leur bonne volonté, les médecins, les professeurs d'université de médecine, les infirmières sont désarmés lorsque des gens arrivent dans leur service en état grave par cette maladie qui tue actuellement plus de 200 personnes par jour en France. C'est la première cause de mortalité actuellement, ces jours-ci, dans notre pays, et d'autres milliers de personnes qui connaissent les lits de torture, de la réanimation, ce qui est d'une cruauté absolue. Non pas cruauté que l'on doit imputer aux soignants qui font tout ce qu'ils peuvent avec beaucoup d'humanité, mais tout simplement parce que les moyens mis en œuvre ne parviennent pas à soulager et à sauver les vies. Et tout cela, tout cela parce que le capitalisme a beaucoup investi dans la technologie, dans les gadgets. On est capable à notre époque, et c'est très bien, moi j'en suis très admiratif de cela, d'envoyer un satellite sur une petite comète à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre. On est capable de couvrir l'espace de satellites qui vous permettent de vous géolocaliser. On est capable d'inventer des technologies magnifiques, mais les hommes ne sont pas encore capables d'affronter une simple pandémie, de guérir des maladies virales, comme ils ne sont pas capables de guérir la sclérose latérale amyotrophique, les leucoarioses et les divers cancers. Les gens continuent à souffrir. Et tout cela, voyez-vous, ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas s'y résigner, ne croyez pas. On aurait pu pallier à tout cela. Comment ? Eh bien, tout simplement en multipliant par 100 les moyens consacrés à la recherche biomédicale, les laboratoires, les scientifiques qui y travaillent. Si on les avait multipliés, tout simplement en mettant les moyens financiers, donc les moyens humains en œuvre depuis des années, on n'en serait pas là et on aurait des armes médicales contre les maladies dont je parle, dont celles qui occupent tant actuellement et qui se retournent d'ailleurs contre l'économie, l'économie qui n'a pas voulu consacrer de l'énergie et de l'argent à la recherche biomédicale, qui maintenant se trouve confrontée au problème, parce que, voyez-vous, la recherche biomédicale, c'est ce qui est le plus important, puisque ça concerne la vie. La vie, c'est ce qui permet de faire reculer la maladie, la sénescence, la souffrance et la mort. Donc, il faudrait que nos sociétés mettent davantage de moyens sur cette recherche. Mais ce n'est pas en 15 jours que cela se fait. Pour former un chercheur et un médecin-chercheur, il faut 10 à 12 ans. Pour constituer des laboratoires de recherche, il faut des années. Donc, c'est à moyen terme qu'il faut travailler. Et il aurait fallu travailler sur ces questions-là il y a déjà 30 ou 40 ans et mettre beaucoup plus de moyens sur la recherche biomédicale. Actuellement, on est en train de payer le prix de cette incurie et du fait que les forces d'argent préfèrent spéculer et vous vendre des gadgets utiles, mais qui ne sont pas fondamentaux puisque les morts ne peuvent pas s'en servir. Deuxième sujet d'angoisse actuellement, bien sûr, sont les problèmes dits d'attentats. Alors on emploie des euphémismes, on parle d'attentats
on parle d'assassins assaillants, etc., pour ne pas dire les mots tels qu'ils sont. Les mots tels qu'ils sont, c'est que depuis une trentaine d'années, des groupes islamo-fascistes ont déclaré la guerre à l'Occident. C'est une déclaration de guerre, c'est pas autre chose. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, cette déclaration de guerre se traduit par des attentats. Il y en a certains qui ont fait des milliers de morts, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de New York, le 11 septembre 2001. D'autres, parfois, se font au couteau et tuent malheureusement 2 ou 3 personnes dans la rue, ce qui est épouvantable, mais sont beaucoup plus réduits dans leurs conséquences de masse. Mais la guerre, elle est là. Et c'est une guerre. Et le problème, c'est que les dirigeants, qui sont des gens faibles, il faut dire ce qui est, pusillanimes, et qui gouvernent, j'allais dire au jour le jour, n'ont pas la lucidité de le dire et de s'en rendre compte. Résultat, que font-ils? Ils font adopter des lois sur la sécurité, lois qui sont, pour certains, plus ou moins liberticides, en disant « ben oui, pour lutter contre le terrorisme, on en arrive à supprimer un certain nombre de libertés et on voit des lois sécuritaires appliquées à des militants écologistes, des militants d'extrême gauche, des militants d'extrême droite, alors que ces lois n'étaient pas faites pour eux. Et oui, tout simplement parce qu'on n'a pas la lucidité de dire on n'a pas à légiférer, on est en guerre. Et en temps de guerre, on n'applique pas les lois ordinaires. Quand la France se battait avec l'Allemagne nazie par exemple, on n'a pas édicté des lois pour traiter les prisonniers de guerre. On appliquait les lois de la guerre, c'est-à-dire les conventions internationales qui s'appliquent à la guerre. Donc on ne doit surtout pas légiférer pour les citoyens ordinaires en fonction des terroristes islamo-fascistes qui font des attentats. Ces gens-là ne sont pas des citoyens, ce sont des ennemis. Alors ça ne veut pas dire que l'ennemi en temps de guerre n'est pas titulaire de droit. Bien sûr que cela, on ne doit pas maltraiter des prisonniers de guerre, on ne doit pas les torturer, on ne doit pas les mettre à mort à partir du moment où on les empêche de nuire, mais on les traite en ennemis, c'est-à-dire selon les conventions de Genève, et c'est le droit de la guerre qu'il faut appliquer à l'encontre des djihadistes et pas le droit commun, parce que nous ne sommes pas dans un domaine de droit commun, c'est une guerre asymétrique. Alors vous savez, moi je le regrette, je le déplore, vous savez combien je suis biophile et non thanatophile, donc je déteste la guerre. Et comme je le dis parfois, quand j'entends que l'on parle de crime de guerre, c'est un euphémisme. La guerre est un crime. La guerre en elle-même est un crime. Il n'y a pas de crime de guerre. Et dès lors qu'il y a guerre, il y a crime. Même les alliés qui défendaient le bon droit, la liberté, la vérité, la justice, en 1945, ont commis des crimes de guerre affreux. Le bombardement d'une ville comme Dresde en Allemagne en février 1945 était un crime de guerre. On a pulvérisé au phosphore des populations civiles et ça n'avait aucun objectif militaire. Donc la guerre et le crime vont de pair. Mais le problème, mes amis, c'est que si nous n'avons pas d'ennemis, l'ennemi nous désigne comme ennemis. C'est pas nous qui avons choisi d'avoir des ennemis, c'est l'ennemi qui nous a désignés comme ennemis. Que peut-on faire face à cela? Comment répondre à cela? Oui, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre, et donc que les gouvernants n'attentent pas aux libertés publiques dans nos pays, mais considèrent ceux qui nous font la guerre comme des gens qui nous font la guerre, c'est-à-dire comme des ennemis. Voilà, donc ça c'est pour les petits commentaires de la semaine. Alors j'en arrive à ces deux notions qui sont des notions pièges, des notions paravent, des impostures, c'est les mots tradition et les mots progrès. Pourquoi? Parce que quand l'humain est confronté à une contradiction ou ne peut pas justifier ce qu'il fait, il vous lance à la tête dans les débats, c'est une tradition. Ou bien on n'y peut rien, c'est le progrès. Alors, interrogeons-nous toujours pour savoir ce qu'il y a derrière ces mots-là. Derrière le mot tradition, vous avez beaucoup de choses. Vous aviez les sacrifices humains qui étaient pratiqués dans l'Antiquité ou dans les civilisations précolombiennes, en Amérique. Vous avez les combats de gladiateurs, qui étaient très prisés à Rome. Vous avez eu au Moyen-Âge les ordalies, les bûchers, où on mettait les sorcières. Vous avez eu la torture pratiquée par la justice jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Vous aviez évidemment l'esclavage, vous aviez la peine de mort, vous avez, etc. Le nombre des traditions qui gisent dans l'insondable poubelle de l'histoire sont innombrables. C'est à coup d'abolition des traditions
qu'on a construit un semblant de civilisation. Sinon, nous en serions encore à ces pratiques que je viens d'énoncer et qui sont des pratiques que nous jugeons tous comme cruelles, absolument dépassées, anachroniques, intolérables sous l'angle de la conscience. Actuellement, dans nos sociétés, ce sont les animaux qui sont victimes de traditions inadmissibles. La tauromachie, par exemple, est présentée par ses défenseurs comme une tradition. Il faut dire qu'ils ne peuvent pas expliquer autrement le fait de torturer pendant 20 minutes un animal pour faire jouir une foule malsaine. Donc, tradition. Eh bien, à partir du moment où un homme vous dit « ce que je défends, c'est une tradition », dites-vous une chose, il n'a aucun argument à faire valoir. Le seul argument qu'il fait valoir, c'est que son père le faisait, que son grand-père le faisait, donc il peut le faire, parce que son père ou son grand-père le faisait. Oui, si cela devait se justifier, on en serait encore à l'âge de pierre. C'est parce qu'on ne fait plus ce que nos pères ou nos grands-pères ont fait que l'on avance. Alors vous me direz, bien sûr, la tauromachie, c'est de la torture, c'est une tradition à abolir, et 80% des Français veulent l'abolition de la tauromachie. Il n'y a que M. Macron et ses petits copains qui sont contre cela. Bon, la chasse à courre de même, puisqu'on poursuit un animal pendant des heures avant de le tuer dans des conditions lamentables. Tradition, là aussi, c'est-à-dire fait injustifiable, qui n'a aucun fondement objectif, qui sur le plan éthique est absolument condamnable. Mais c'est une tradition. Donc, si vous voulez, la tradition, c'est ce que l'on ne peut pas justifier. Toutes les traditions ne sont pas aussi cruelles, aussi négatives. Certaines sont anodines, les danses folkloriques, les langues locales, les costumes locaux, bon, et bref, un certain nombre de rites qui apparaissent traditionnels. Toutefois, ce qu'il est fâcheux dans toute tradition, c'est que ça dispense la personne de réfléchir sur le bien ou le mal fondé de ce qu'elle fait. C'est une sorte de paresse de l'esprit. Je le fais parce que d'autres le font, c'est le crime des foules, au fond, la tradition. Je suis le courant. J'ai pas besoin de penser, j'ai pas besoin de soumettre à mon libre arbitre, à un examen objectif ce que je le fais parce que d'autres le font. Et ça, c'est le crime des foules. Le progrès, inversement, c'est exactement l'autre côté de la médaille. On justifie beaucoup de choses en disant c'est le progrès. Qu'est-ce que le progrès? Bon, certes, la bombe atomique par rapport à la massue pour tuer les ennemis, c'est un progrès. Mais dans quel ordre? Progrès technologique sans doute. Ça demande de la recherche, ça demande de l'élaboration de la science et des moyens techniques autres que le balancer d'un javelot. Est-ce vraiment un progrès humain? Tout ce que l'on innove actuellement est-il vraiment du progrès? Oui, il y a des technologies qui apportent. Vous avez sans doute, comme moi-même, parce que je n'y suis pas allergique, un smartphone, c'est-à-dire un téléphone intelligent. C'est très bien d'avoir un téléphone intelligent, mais ce qui est le plus important, c'est que celui qui détient le téléphone soit aussi intelligent que son téléphone et sache en faire un bon usage. Mais avec un smartphone, vous pouvez accéder à la culture, suivre des conférences, suivre des cours, vous former. La culture arrive jusqu'à vous. Donc ça peut être un progrès. Ça peut être aussi autre chose. Face à une innovation, quelle qu'elle soit, là aussi, comme pour la tradition, posons-nous la question de savoir si ça élève l'homme, si ça améliore vraiment sa vie ou si au contraire ça l'asservit davantage. Il y a des innovations qui diminuent la pénibilité du travail, qui font que nous soyons en meilleures conditions physiques, que la vie devienne agréable autour de nous, plus confortable. Et indéniablement, ce sont des progrès. Et puis, il y a des choses dont on peut s'interroger sur ce que cela représente. Est-ce que de couvrir la terre de béton, d'asphalte, de bitume, d'infrastructures artificialisantes, est-ce que cela est un progrès? Certainement pas. Le progrès, le vrai progrès, celui qui améliore la condition humaine, est qualitatif. Il faut des avancées qualitatives sur la vie, et pas toujours du toujours plus, mais du toujours mieux. C'est cela qui compte. Le vrai progrès, c'est cela. C'est de faire toujours mieux pour que votre vie soit plus agréable, plus saine, plus longue, plus heureuse.
et non qu'il y ait davantage de biens matériels autour de vous, de pollution, de nuisances et de destruction de la nature. Alors la nature, faut-il la valoriser, l'adorer, en faire un dieu comme le faisait Spinoza ou Jean-Jacques Rousseau? La question n'est pas celle-là. Mais la nature, c'est la vie. C'est tout simplement la vie, dans sa diversité. Et les espèces qui peuplent la Terre ont un droit, sur le plan éthique, à demeurer vivantes. Et l'homme n'a pas à faire disparaître ces espèces. Il ne s'agit pas de transformer Dieu, qui pour beaucoup d'entre nous n'existe pas, en le substituant à la nature. La nature n'est pas un Dieu, mais la nature c'est la vie, tout simplement. C'est notre vie, et c'est la vie de tous les êtres vivants qui nous entourent. Et c'est ça qui vaut la peine d'être défendu. C'est ça l'écologie, c'est de défendre le vivant. Et c'est pas une tradition, c'est une idée neuve. C'est peut-être la seule idée neuve qui produit notre siècle, et c'est une idée, et je m'en réjouis, qui pour le moment n'a pas de sang sur les mains, qui n'appelle pas à des djihad, ni à tuer qui que ce soit. Au mieux à convertir, et d'abord à convaincre. Alors essayons de convaincre, je compte sur vous mes amis, et je vous donne, si vous le voulez bien, rendez-vous pour la semaine prochaine, pour d'autres réflexions. En attendant, veillez sur vous, et merci de diffuser nos petites chroniques.